Le 22 novembre, Kennedy est assassiné. Le 29 novembre, 7 jours après, le nouveau président Lyndon Johnson nomme entre autres Gerald Ford, un futur président, on se demandera pas pourquoi, et Allen Dulles, Allen Dulles comme 2 des 7 commissaires de la commission Warren, celle qui affirma qu'elle n'a pu trouver aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un complot, et qui soutient que Lee Harvey Oswald est le seul et unique tireur. Oubliez jamais que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc c'est facile de dire, de faire croire ce que l'on veut pour avoir ce que l'on veut. Ça fait plus de 100 ans que les Bush, leurs amis et leurs intérêts contrôlent la Maison-Blanche et le monde. Faire l'amour ou faire la guerre? Eux, ils ont choisi de faire la guerre. Pourquoi Kennedy voulait passer par-dessus la réserve fédérale? Savez-vous d'où vient l'argent? Tout de suite, on a l'image des presses et de l'argent qui est imprimé. Et pour la plupart d'entre nous, nous croyons que c'est le gouvernement qui l'imprime. C'est vrai, mais seulement en partie. Ces symboles d'argent en papier et en métal sont des valeurs nominales produites par une agence du gouvernement fédéral, appelée aux États-Unis de Mint. Mais la plupart de l'argent n'est pas créé par le Mint. Chaque jour, des montants impressionnants sont créés par des entreprises privées, appelées les banques. En plus, la plupart d'entre nous croyons que les banques prêtent de l'argent que d'autres épargnants ont déposé avec confiance dans cette banque. Facile à imaginer, mais c'est pas la vérité. En fait, les banques créent l'argent qu'ils prêtent. Mais c'est pas avec les profits ou avec les épargnes des épargnants, mais bien avec la promesse de l'emprunteur à repayer un prêt. La signature de celui qui emprunte apposée à un prêt est une obligation de payer à la banque le montant du prêt plus des intérêts. Sinon, la banque reprend la maison, l'auto, ou peu importe les avoirs placés comme dédommagement collatéral. Mais la banque ne crée que le montant du prêt, jamais les intérêts. De là, une dette perpétuelle. C'est tout un engagement de la part de l'emprunteur. Qu'est-ce que la banque fait ensuite avec votre signature? Elle n'a qu'à confirmer l'existence du prêt avec quelques touches du clavier pour l'écrire dans votre compte, tout simplement. C'est pratiquement pas croyable, mais c'est vrai. Que pouvons-nous faire devant cette situation si dangereuse? De un, il nous faut un concept totalement différent de l'argent à celui que nous avons maintenant. Il est peut-être temps que vous vous posiez à vous-même et à vos gouvernements quelques questions. Pourquoi les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent avec des intérêts à des banques privées quand ils pourraient, eux autres mêmes, créer tout l'argent dont ils ont besoin et sans intérêt? Pourquoi des personnes, des familles, des entreprises et des gouvernements mondialement sont en dette envers les banques? Où est la logique? Et que faut-il faire pour changer, créer une économie stable? Un usurier, c'est une personne qui prête de l'argent avec un taux d'intérêt ou qui prête de l'argent avec un taux d'intérêt supérieur au taux légal. Mais en réalité, un usurier, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous au présent, vous prête au conditionnel et vous ruine au futur. Il y a longtemps, percevoir des intérêts était considéré comme de l'usurerie, et les usuriers étaient passibles de peines sévères jusqu'à la mort. Toutes les religions majeures interdisaient l'usurerie. De là, l'expulsion des Juifs de l'Angleterre en 1290, en France en 1394, en Allemagne, en Italie et dans les Balkans entre 1350 et 1450. La plupart des arguments contre cette pratique est quand même simple, c'est contre la morale. Au départ, il avait été entendu que la seule utilité légitime de l'argent était de faciliter les échanges entre les biens et les services entre humains. Le simple fait de faire de l'argent avec de l'argent faisait de vous un parasite ou un horrible voleur. Pendant ce temps, le commerce grandissait et le besoin de crédit aussi, toujours poussé bien sûr par les banquiers. Donc, les arguments moraux ont pris le bord, à la faveur des arguments que le prêteur faisait face à des risques de perte d'opportunités et que les profits étaient maintenant justifiés. Aujourd'hui, l'idée de faire de l'argent avec de l'argent est implantée dans la conscience collective mondiale. Pourquoi travailler quand l'argent peut travailler pour toi? Imaginez une société économique qui, au lieu de spéculer et gaspiller les ressources non renouvelables comme le gaz, pourrait prendre les ressources renouvelables comme revenus. Une société qui vit dans la limite de ses ressources naturelles en utilisant et en recyclant pas mal tout. Mais une telle société ne peut exister si un système privé parallèle se base sur une croissance constante pour baser son économie.
Un système économique stable a besoin d'une réserve d'argent suffisante qui reste stable pour ne pas s'écrouler. Mais si dans ce système, un autre système s'installe, disons celui avec des intérêts, leur part de la réserve va augmenter tant et si bien que tant qu'ils continueront leur pratique, leur part de la réserve va augmenter. Et s'ils continuent leur pratique, quel va être le résultat, vous pensez? Peu importe que ce soit de l'or, l'argent ou des dédommagements collatéraux, ils finissent par tout posséder. Ils contrôlent les marchés, les politiques. Et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est en fait un écran de fumée pour cacher la vérité. Les banques sont tenues par les sionistes. Le sionisme est un mouvement politique et une idéologie qui affirme le droit à l'existence d'un État juif en Palestine. Ils sont à la base de la conspiration que Kennedy et plusieurs autres ont dénoncée, et la déclaration de Balfour est peut-être le document le plus extraordinaire produit par un gouvernement dans l'histoire du monde. Il a pris la forme d'une lettre du gouvernement britannique, le plus grand empire du monde alors, à un financier international de la Banque de Rothschild le 2 novembre 1917. Le ministre britannique des Affaires étrangères, le comte Arthur James Balfour, envoie au Lord Rothschild, un leader du mouvement sioniste, une lettre dans laquelle il lui octroie ce qui ne lui appartient pas. Une nation, les Britanniques, a solennellement promis à une deuxième nation, les Juifs sionistes, le pays d'un tiers, la Palestine. En plus, la Palestine faisait toujours partie d'un quatrième, à savoir la Turquie de l'Empire ottoman. Voici la lettre. Mais la question c'est, pourquoi cette lettre a été écrite? L'Allemagne et l'Empire ottoman étaient puissants, donc il y a eu conspiration. La Première Guerre mondiale a commencé. 1914. En gros, les Allemands et leurs alliés étaient en train de gagner, solides en plus. Le Royaume-Uni, la France et la Russie ne pouvaient y croire. Le plus grand empire, l'Empire britannique, ne pouvait supporter le fait de perdre. Donc, lorsque les sionistes leur ont promis une victoire si en échange on leur donnait la Palestine, ils n'ont pu résister. 1915-1916, les sionistes de Londres, par l'entremise des sionistes américains, ont fait des pressions sur le président Woodrow Wilson. 1917, c'est l'entrée en guerre des États-Unis, isolationniste jusqu'alors, et plus favorable à l'Allemagne qu'à l'Angleterre de qui ils s'étaient séparés. La victoire des États-Unis avec les Alliés fut rapide et écrasante. Après la guerre au traité de Versailles en 1919, curieusement non ratifiée par les États-Unis, une délégation de 117 sionistes